Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Les réponses à la crise du logement, l'immobilier dans la tourmente et des professionnels plutôt déçus du plan annoncé en ce début de semaine. On va voir ça en détail avec vous, car le logement, évidemment, ça intéresse tout le monde. La révision du prêt à taux zéro, il ne sera plus possible d'en avoir pour financer une maison neuve. La fin du Pinel et puis une nouveauté aussi, le BRS. C'est un bail qui vous permet d'être propriétaire pendant, je schématise, mais 99 ans. Avant cela, et puis il y a beaucoup d'autres, évidemment, de choses à voir dans ce plan. Avant le logement, Olivier Klein, un mot sur la réforme des retraites. Essoufflement, on l'a vu, de la mobilisation hier. Le match est terminé, a même dit Laurent Berger, malgré la proposition de loi Lyotte qui sera abordée demain pour abroger la réforme. Que dites-vous ? Il faut tourner la page ? Le rassemblement, il est ce qu'il est. Moi, je crois que d'abord, cette réforme des retraites, elle est juste, elle est nécessaire et il fallait qu'elle ait lieu. Et je reste persuadé de ça. Juste, je ne sais pas si c'est le mot pour tous les manifestants et les opposants, quand même. Oui, mais bon. Écoutez, l'âge de départ à la retraite, il est lié au vieillissement de la population et à des efforts financiers nécessaires pour équilibrer et préserver la retraite par répartition, qui est un bien déterminant. Après, la Première ministre l'a dit, sa porte reste ouverte aux partenaires sociaux. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on continue à travailler avec eux, les salaires, le plein emploi, et donc il est temps de continuer à travailler, à échanger avec les partenaires sociaux, parce que le monde du travail, les salariés ont besoin de ces échanges permanents et de qualité avec les partenaires sociaux. Oui, Olivier Klein, est-ce que quand même on ne sort pas de cette période avec une démocratie un peu abîmée, compte tenu de la façon dont les débats se sont déroulés ? Non, je ne crois pas. La démocratie a joué tout son rôle à l'Assemblée nationale. La Constitution, bien évidemment, a en permanence été respectée. Les débats en commission, dans l'Assemblée. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait moins... vote en tant que tel, hein. Le 49.3 est un vote, il fait partie de la Constitution. J'aurais souhaité que l'ensemble des débats puissent aller à leur terme sans obstruction, parce que tout était sur la table, tout était possible. Il y a eu beaucoup de discussions, d'échanges sous l'égide de la Première ministre et du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Donc le parcours a eu lieu, il n'y a pas eu de surprise. Le président de la République avait annoncé cette réforme des retraites pendant sa campagne électorale. Il l'avait confirmé entre les deux tours. Donc le chemin démocratique a eu lieu et parfaitement dans le respect de la démocratie. Mais certains disent qu'on a fait les choses à l'envers. On aurait dû commencer par une conférence sur le travail, notamment sur l'emploi des seniors, et puis globalement sur tous les problèmes qu'on connaît actuellement. Et tous ces sujets ont été abordés, ont été mis sur la table. La pénibilité et notamment le vieillissement, le vieillissement dans le travail. Oui, il faut que les seniors gardent un emploi, c'est normal et c'est dans l'intérêt et c'est le sens aussi de cette réforme. Oui, Olivier Klein, venons-en aux mesures longuement logement annoncées ce début de semaine. Vous qui êtes le ministre du logement. Alors, c'est par vous-même et Elisabeth Borne. Le plan était très attendu. Le secteur est en panne, on construit moins, l'accession à la propriété de plus en plus difficile. Ça ne tourne pas vraiment dans le logement social non plus. La déception est à la hauteur des attentes chez les professionnels du secteur. Je reprends leur déclaration. Nous sommes méprisés, il n'y a plus de politique du logement. Critique terrible quand même. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je m'inscris en faux, profondément en faux. D'abord, comment parler de mépris alors qu'on sort de 6 mois d'échanges, de concertation, que ces personnes que je respecte, avec qui j'entretiens de très bonnes relations, sont très souvent dans mon bureau, on échange, on travaille. D'abord, la crise, elle existe. Personne ne la conteste. Elle a plusieurs raisons. Elle est multifactorielle. Personne ne peut penser que l'État seul peut faire que cette crise s'arrête. Ensuite, il y a eu ce Conseil national de la refondation du logement, voulu par la Première ministre et le Président de la République, voulu fortement. On a joué le jeu et moi, je m'en réjouis. J'ai choisi Véronique Bédag et Christophe Robert pour co-animer à mes côtés ce Conseil national de la refondation. La crise est venue télescoper ce CNR d'une certaine manière, même si on la connaissait déjà, l'accentuation de cette crise. Donc il y a des mesures d'urgence qui permettent, je le crois, de sortir de la crise. J'en prends qu'un exemple. L'achat de 50 000 logements par la Caisse des dépôts Habitat et Action Logement. 50 000 logements, ça va permettre de relancer un certain nombre de projets immobiliers qui sont
à l'arrêt aujourd'hui. Pourquoi sont-ils à l'arrêt? Parce que augmentation des coûts des matériaux, augmentation des taux d'intérêt. S'il n'y avait pas cette mobilisation exceptionnelle de 47 000, près de 50 000 logements achetés par nos partenaires que sont la Caisse des dépôts et Action Logement, oui, on pourrait penser que nous n'avons rien fait. Et puis il y a, ça c'est la mesure d'urgence, un travail que l'on mène avec les banques. Et puis il y a toutes les autres mesures, notamment, et on y reviendra sûrement, le maintien du prêt à taux zéro, qui est une mesure très forte. Le prêt à taux zéro devait s'arrêter. La Première ministre l'a annoncé, il est maintenu. Il est maintenu non pas comme c'était le cas jusqu'à présent, avec un renouvellement tous les ans, mais on le dit dès aujourd'hui, il est renforcé pour 3 ans jusqu'en 2027. Donc on sait où on va. Et c'est une mesure de justice, le prêt à taux zéro. Il permet d'avoir un apport à ceux qui n'en ont pas. Oui, et d'autant que c'est de plus en plus difficile d'avoir un apport justement avec des taux de crédit qui sont plus élevés. Mais alors pourquoi seulement pour les appartements, le collectif, et pas les maisons individuelles? Tout à l'heure, nous avions une femme qui est courtier en ligne qui nous disait c'est un scandale. Moi, je suis dans les territoires et ce sont des maisons individuelles que l'on a. Moi, je me décris comme le ministre du parcours résidentiel. J'ai pas à décider si les Français ont envie d'acheter ou les moyens d'acheter un appartement, un pavillon ou autre. Mais à un moment, il faut faire des choix. Gouverner, c'est choisir. Et le PTZ, c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est 600 millions d'euros par an. Et puis, mais il peut vous rapporter par ailleurs aussi parce que, évidemment, il y a de la TVA quand il va y avoir de la construction. Oui, attendez, c'est le propre de toute consommation de rapporter à travers la TVA. Le logement rapporte énormément à l'État aussi. Hein. Oui, mais il coûte. Et aujourd'hui, on peut se demander si les Français en ont pour leur argent. Donc, parce que la crise, elle est déjà là. Elle était présente. Elle est présente alors que le Pinel existe. Elle est présente alors que le PTZ existe. Donc, il faut construire ce parcours résidentiel. Aujourd'hui, il faut être attentif. Personne n'empêche bien évidemment les Français d'avoir un pavillon. D'ailleurs, MaPrimeRénov, par exemple, l'essentiel des aides qui sont données aujourd'hui à travers MaPrimeRénov, c'est les propriétaires de maisons individuelles qui font appel à MaPrimeRénov. On n'a pas sorti, évidemment. Pourquoi? Parce que dans le collectif, on n'arrive pas à se mettre d'accord aussi, bien souvent. Aussi, oui, mais vous savez que c'est un de mes chantiers prioritaires, la rénovation thermique et la rénovation énergétique dans le collectif. Il faut y travailler, ça fait partie des annonces aussi de la Première ministre. Bruno Retailleau, qui était à ce micro hier, dit il vous accusait d'avoir une vision anti-classe moyenne à propos justement de ces maisons individuelles. Mais non, au contraire, le prêt à taux zéro, c'est un moyen d'accéder à la propriété pour les classes moyennes. Le logement intermédiaire que nous allons... pour construire des maisons, quoi. Mais tout le monde, il y a une espèce de rêve de la maison individuelle et je comprends, c'est très agréable. Accentué par la crise du Covid, beaucoup veulent quitter les cœurs des villes. Quoi, mais aujourd'hui, on peut toujours acquérir une maison individuelle. C'est quand même de plus en plus compliqué de trouver un terrain pour construire une maison individuelle. Ce qu'il faut, c'est que les Français trouvent un appartement ou une maison qui corresponde à leurs besoins. Mais je le redis, non, on est tous sauf en train de stigmatiser les classes moyennes. Le logement intermédiaire, le locatif intermédiaire que nous on va booster est un moyen de rapprocher le logement de l'emploi, un moyen de loger les classes intermédiaires, les classes moyennes, parce que bien évidemment, moi je suis le ministre de tout le monde, quel que soit l'état de son compte en banque. Donc il faut s'intéresser aux plus fragiles, l'hébergement d'urgence, le plan logement d'abord qui a été lancé dans le premier quinquennat et que je vais relancer dans quelques jours, et puis en même temps le logement social qui est un bien français extrêmement précieux, et puis les classes moyennes. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre introduction du bail réel solidaire. Oui. Alors on va en parler, mais juste d'un mot. Est-ce que vous n'aimez pas, comme votre Madame Wargon, qui était auparavant aussi au logement, qui avait dit qu'elle n'était contre la France pavillonnaire? Vous savez, j'ai été maire de Clichy-sous-Bois, je connais les villes résidentielles, je sais... Villes plutôt où il y a du collectif aussi. Même mais il y a aussi de très belles zones pavillonnaires et dans lesquelles le plan local de l'urbanisme, le plan local de l'urbanisme intercommunal respecte la zone pavillonnaire. Je sais à quel point c'est une richesse, c'est un poumon vert à l'époque des problèmes climatiques. Oui, mais il faut aussi conserver ces espaces verts au cœur de nos villes parce que ça contribue au rafraîchissement, ça contribue à la biodiversité. Donc moi j'aime tous les types de logements parce que mon rôle c'est de préserver à la fois ceux qui logent et ceux qu'on doit loger. Bon, il y avait aussi un sujet avec l'encadrement des prix du foncier. Là les professionnels sont assez déçus aussi. Expliquez-nous en fait pourquoi ça bloque.
la Première ministre m'a demandé d'ouvrir ce chantier du prix du foncier. Oui, oui. Lutter contre la spéculation foncière, c'est une priorité. Voilà, il faut trouver les moyens. Il y a d'abord, elle l'a annoncé à travers ce qu'on appelle le prix des domaines, les services fiscaux qui disent voilà ce que vaut un bien, et on va regarder comment un maire peut peut-être lancer des procédures de préemption pour empêcher que le prix du foncier explose. Mais tout le monde a joué aux apprentis sorciers. Vous savez, les promoteurs auxquels je suis très attentif, que je connais bien, ont aussi joué aux apprentis sorciers. Quand ils se font la guerre entre eux et vont voir les gens justement qui habitent dans ces petits pavillons et leur proposent des ponts d'or pour acheter leur terrain, c'est eux qui font aussi exploser le prix du foncier en regardant pas toujours le PLU, ce qui est possible de construire ou pas construire dans cette zone. Et donc, cette explosion des prix du foncier, elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce que après, ça a des conséquences sur le prix de vente du logement. Et je reviens, c'est aussi pour ça que le BRS est très intéressant, parce qu'on sépare le foncier du logement. Alors le BRS, expliquez-nous, c'est le bail réel solidaire. Voilà. Grosso modo, ça permet d'acheter le bâti. On sépare. Ça va durer 99 ans. Un peu comme ça se fait en Grande-Bretagne. Exactement. C'est un modèle qu'on connaît bien à Londres. En France, quand on achète un appartement, on est propriétaire de son appartement et on est copropriétaire du terrain sur lequel l'immeuble a été construit. Ouais. Le bail réel solidaire, c'est séparer le foncier, le terrain, qui est acheté par un office foncier solidaire, qui le met à disposition d'un promoteur, par exemple, ou d'un institutionnel qui va construire un petit immeuble. Et donc, on est simplement propriétaire de son logement. Et ça réduit par 1,5, le prix du logement. Dans Paris, on a des exemples. En gros, on est à 10 000 € du mètre carré dans Paris. On sait que des immeubles construits en BRS, un bail réel solidaire, l'appartement, on l'achète à peu près à 5 000 € du mètre carré. Donc, c'est un effet qui permet justement d'aider les classes moyennes, l'acquisition à un prix abordable. Et ça fait partie vraiment de nos priorités, celle du gouvernement, permettre à plus de personnes d'acheter un logement, même si, bien évidemment, acheter un logement, c'est bien quand c'est possible, il faut le faire, il faut savoir qu'être propriétaire, c'est rembourser son prêt à la banque, c'est payer les charges de copropriété, tout le monde n'en a pas les moyens. Est-ce que vous êtes favorable à une France des propriétaires ? Moi, je suis... En tant que ministre du Logement, Olivier Klein. Moi, je suis favorable à ce que tout le monde ait un toit. Ouais. C'est même pas favorable. Je pense que c'est une obligation. C'est la Constitution. Depuis que le monde est monde, les humains ont cherché à avoir un toit sur la tête. Donc moi, je suis le ministre de tous ceux qui ont besoin de se loger, c'est-à-dire tous les Français. Quand nos enfants grandissent, on s'inquiète pour leur capacité à trouver un logement. Il faut décohabiter. Quand on vieillit, il faut adapter le logement. Donc moi, je n'ai pas un modèle. Passer sa vie dans le logement social, c'est pas une honte. Au contraire, ça correspond à la situation de beaucoup de nos Français. Oui, mais d'autres peuvent acheter et il faut leur permettre de le faire. Aujourd'hui, il y a trop de freins. Est-ce que ça ne pose pas un problème, justement? Quand on est dans un logement social, bien souvent, on y reste des années. Résultat, ça ne tourne pas, alors que normalement, c'est quelque chose, en fait, de transitoire. On avait ce témoignage de cette femme qui dit « Je me suis inscrite là, sur la Côte d'Azur. Il y a 7 ans d'attente, quoi. » Aujourd'hui, c'est ça, un des problèmes majeurs du logement. Il y a il n'y a pas assez de mouvement. La mobilité résidentielle n'existe pas. Et dès qu'un de ces éléments est bloqué, eh bien, tout est bloqué. Donc, il faut construire plus du logement social, plus de logements locatifs intermédiaires, plus d'accession à la propriété pour qu'à un moment de sa vie, on puisse bouger. Il faut aussi, quand on vieillit, pouvoir changer son logement, l'adapter. Quand la famille grandit, changer. Et donc, c'est le travail qu'on doit mener avec les bailleurs sociaux, avec l'Union sociale de l'habitat, à travers le pacte de confiance, de reconstruire de la mobilité à l'intérieur du parc HLM, entre bailleurs. Il faut que les bailleurs continuent à mieux se parler, ce qu'on appelle les bourses interbailleurs, pour qu'il y ait ce mouvement. Oui. Donc moi, je tiens à cette mobilité résidentielle. Mais tout passe par là. Quel est votre objectif alors de construction? Alors d'abord, il faut construire environ 120 000 logements sociaux, mais il faut aussi rénover. Je crois qu'il faut 120 000 par an ou 120 000 par an. Il faut surtout être plus actif dans la rénovation. 80% des logements de 2050 sont déjà là. Donc on réglera aussi une grande partie des besoins de logement en améliorant la qualité de ce qui existe déjà. Ouais. Il faut refaire la ville sur la ville, il faut rénover, il faut travailler, et là aussi la Première ministre l'a annoncé dans son discours, sur la transformation de bureaux en logements. Il faut travailler sur la vacance, parce qu'aujourd'hui il y a trop d'appartements vacants, et il faut redonner le goût à ceux qui ont des logements vacants et les rassurer dans leur capacité à le mettre en location. C'est ils sont très inquiets. C'est le sens de la garantie Visale qui est multipliée par 2. On a en gros un petit million aujourd'hui de garantie Visale avec Action Logement. Dans les annonces qui ont été faites et dans le travail qu'on mène avec Action Logement, on veut passer à 2 millions, parce que la garantie Visale, c'est la caution de ceux qui n'en ont pas, et donc ça rassure le propriétaire de mettre
son appartement en location. Et moi, évidemment, j'invite les propriétaires qui ont des appartements vides de les mettre sur le marché de la location. Certains, en fait, ne peuvent pas non plus faire des travaux pour pouvoir pour la rénovation thermique. C'est un peu compliqué en fait aujourd'hui parce que c'est la jungle quoi. Avec ça fait partie de nos objectifs. Le diagnostic thermique là. Simplifier ma prime rénov, augmenter le nombre d'accompagnateurs rénov pour que les gens qui vont lancer des travaux aient toutes les informations nécessaires, augmenter le nombre de points de conseillers France Rénov dans les maisons France Service. Il y aura une capacité d'avoir toutes les informations physiques avec un rendez-vous dans les maisons France Service. Olivier Klein, il y a des zones tendues aussi, notamment dans les zones touristiques où là il y a beaucoup trop d'Airbnb. À quand une loi autour de ça? Il y a eu une proposition de loi visant à encadrer les locations saisonnières justement. Alors en France, on a déjà un système qui encadre avec la numérotation, avec le contrôle, avec l'autorisation des maires. Mais oui, aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de zones touristiques, le Airbnb prend la place du logement longue durée pour ceux qui habitent là et qui ont besoin de loger leurs enfants. Donc il y a une loi à la rentrée proposée transpartisane, proposée par la députée Anna Higlemer, qui va augmenter les capacités financières, empêcher que du logement locatif classique, passoire thermique, puisse basculer en meublé touristique. Il n'y aurait rien de plus insupportable qu'un appartement. Oui, mais justement, on va l'empêcher. On va mettre en place les étiquettes énergétiques aussi sur le meublé touristique parce que on peut pas, parce qu'on va louer 3 jours à des touristes, louer une passoire thermique. Donc ça sera régulé à travers la loi. Et puis là, il y a un travail qui va être mené d'harmonisation de la fiscalité entre meublé touristique, meublé classique et puis logement en location longue durée. Et la Première ministre a demandé de continuer ce chantier qui est déjà en cours d'harmonisation des fiscalités. Oui, une dernière question, il y en aurait beaucoup d'autres, mais Olivier Klein, vous voulez favoriser plutôt les institutionnels pour l'investissement dans l'immobilier, plutôt que les propriétaires privés, c'est ça ? Classique, les petits propriétaires. Aujourd'hui, puisque c'est la question sur le Pinel, le Pinel n'a pas démontré, la preuve en est, c'est qu'on est en pleine crise, son efficacité. C'est une niche fiscale. C'est de locomotive, c'est une niche fiscale qui ne démontre plus son utilité. Vous savez, quand on va à la banque et qu'on vous propose d'acheter un appartement, quand on est parisien à Tours et qu'on va jamais le voir, on a des problèmes d'entretien. Moi, je connais les copropriétés dégradées. Je sais à quel point il est important d'être présent à côté de son appartement pour, même quand on est propriétaire bailleur, pour être attentif, participer aux assemblées générales de copropriété, etc. Donc moi, je crois plus à la capacité des institutionnels, comme INLI par exemple, la Caisse des dépôts, Action Logement, de créer du logement intermédiaire, de l'entretenir à l'intérieur de programmes mixtes, accession, logement social, parce que le logement intermédiaire, je crois que c'est le logement justement des classes moyennes, de ceux qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas les moyens d'acheter ou qui ne le souhaitent pas. On n'est pas obligé d'être propriétaire pour être heureux, ça fait partie des choix personnels. Et moi, avec des fonds aussi qui viennent de l'étranger, bien souvent, ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir une régulation? On le voit dans le secteur du bureau, mais dans d'autres secteurs aussi. Sur le locatif intermédiaire, non, c'est des institutionnels nationaux. La Caisse des dépôts, c'est. Non, mais à l'avenir. Non, mais je vous pose la question parce que ça se fait dans beaucoup de secteurs, y compris le bureau. Aujourd'hui, vous cherchez votre propriétaire, il est aux États-Unis. Que le LLI, alors ça, je pense que ce n'est pas souhaitable. Que le LLI soit alimenté par des fonds d'épargne, et ça, c'est le principe. Vous savez, le logement social est largement financé par l'épargne et le livret A. C'est pour ça qu'on est attentif au taux du livret A. Mais la fin du Pinel, là, ça ne va pas avoir un effet quand même négatif sur l'ensemble des programmes? Non, parce qu'on dit que c'est une locomotive. Enfin, ce sont les promoteurs qui le disent. Oui, mais c'est pour ça qu'on substitue avec le LLI. C'est pour ça que le monde du bâtiment et des travaux publics n'a pas à s'inquiéter, parce qu'on va continuer à construire, on va même renforcer la construction et on va renforcer les chantiers de rénovation énergétique, parce que le chantier du siècle, je le crois, c'est construire, produire, mais aussi rénover. Et les professionnels du bâtiment doivent continuer à nous accompagner, à se réformer, à se former pour être présents très massivement sur la rénovation. Merci, monsieur le ministre en charge de la ville et du logement. On aurait pu parler aussi de la ville, parce que je sais que c'est très important, la ville. Bien sûr. N'oubliez pas les campagnes, diraient les auditeurs qui vous écoutent, aussi. Olivier Klein. La ruralité est au cœur aussi. La ruralité, la ville sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Merci, Olivier Klein, d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur Sud Radio.